Donc, bienvenue à ce webinaire donc, organisé par le projet Alliance SHS Afrique et le projet Père Medina. Ils sont tous deux financés par le fonds de l'FSPI du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe français. Voilà, donc ce webinaire sera d'une durée d'1h30 à peu près. Et il vous proposera donc une introduction au transfert de connaissances et sera assuré donc par Christian Dagenet, qui est donc chercheur principal à l'équipe Renard. Donc, Renard, qui veut dire recherche sur les effets non académiques de la recherche et ses déterminants, et qui est donc professeur titulaire au département de psychologie à l'Université de Montréal. Et Michaela Razaf, responsable transfert de connaissances à l'équipe santé et sciences sociales à l'unité d'épidémiologie et de recherche clinique à l'Institut Pasteur de Madagascar. Alors, je vais très rapidement présenter les deux projets qui organisent cet événement. Le projet Alliance SHS Afrique, qui a commencé il y a quelques semaines, a pour objectif d'améliorer la capacité de réponse des instituts de santé africains aux crises épidémiques grâce aux sciences humaines et sociales. Vous verrez qu'on est beaucoup à parler de sciences humaines et sociales ici. Il y aura beaucoup de représentants des sciences humaines et sociales. Ce projet regroupe notamment 4 instituts Pasteur d'Afrique et d'autres structures de référence en sciences humaines et sociales en Afrique. Et il est coordonné par l'Institut Pasteur de Madagascar. Le projet Père Medina, qui co-organise donc ce webinaire. Père Medina pour Personalized Medicine in North Africa, donc médecine personnalisée en Afrique du Nord, est un projet structurant autour de la médecine de précision au Maghreb et qui implique donc plusieurs instituts Pasteur, donc les 3 instituts Pasteur du Maghreb et l'Institut Pasteur à Paris également, au même titre que l'Alliance SHS Afrique, qui implique aussi l'Institut Pasteur à Paris, et qui est coordonné donc ce projet par l'Institut Pasteur de Tunis. Donc, ce webinaire n'est pas uniquement adressé aux membres de ce projet, mais il est également adressé à plusieurs autres réseaux qui ont été constitués autour des sciences humaines et sociales, notamment appliquées à la santé, et toutes les personnes intéressées par les interactions avec ce qu'on appelle les non-académiques, notamment des parties prenantes de la recherche, d'accord, et qui sont intéressées par l'impact de leur recherche dans le domaine de la santé publique principalement, parce que c'est sur ça qu'on va focaliser, comme vous en doutez. Alors, le transfert de connaissances, je vais juste donner un tout petit, vraiment un tout petit cadrage avant de laisser la parole à Christian Dagenet. Le transfert de connaissances, on a décidé de faire un webinaire sur ce sujet parce que c'est quelque chose un processus qui va vraiment vous aider à mieux interagir avec ces parties prenantes. C'est un processus dynamique qui réfère à l'ensemble des activités et des mécanismes d'interaction, favorisant la diffusion, l'adoption et l'appropriation et l'utilisation de nouvelles connaissances. Donc, dans le cadre des projets de recherche qu'on met en place tous ici, à plus ou moins grande échelle, et de nos interventions en santé publique, ce processus vous aidera à faciliter cette interaction avec les parties prenantes pour une véritable collaboration pouvant mener à l'utilisation des connaissances transmises pour essayer de créer un changement. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, maintenant, je vais passer la parole aux intervenants. Donc, à toi la parole, Christian. Ensuite, on enchaînera avec une batterie de questions après ton intervention et on repassera la parole à Michaela Razaf. Merci beaucoup. Regarde toi. OK. Ben, merci beaucoup pour l'invitation qui vient de Hicham et de Chiarella. Chiarella avec qui mon équipe et moi-même travaillons depuis janvier 3 ans et demi maintenant déjà. Pour favoriser en fait une meilleure utilisation des résultats de recherche qui sont produits et qui ne se rendent pas toujours à ceux qui pourraient les utiliser, les mettre à profit. Alors, Hicham a mentionné que je dirigeais l'équipe Renard. L'équipe Renard, c'est une équipe de recherche en partenariat avec des milieux de pratique du transfert de connaissances. Donc, c'est des organisations qui s'associent à nous parce que leur mandat ou une partie de leur mandat porte sur le transfert de connaissances. C'est une équipe quand même assez expansive maintenant, depuis qu'elle a été créée en 2009. On a maintenant plus d'une 50aine de membres actifs composés de chercheurs, évidemment, mais aussi de gens des milieux de pratique dont je parlais tout à l'heure, de gens qui font du transfert de connaissances puis qui veulent améliorer leur pratique, et d'étudiants et étudiantes. Là, le bassin d'étudiants et étudiantes, évidemment, il varie d'année en année, mais ça tourne autour d'une vingtaine
de candidats à la maîtrise et au doctorat qui font tous un projet de recherche sur le transfert de connaissances. Donc, l'équipe Renard, mais je ne vais pas m'étirer là-dessus trop longtemps, mais l'équipe Renard doit relever un double défi pour maintenir son financement, c'est-à-dire qu'elle doit faire à la fois avancer les connaissances sur le transfert de connaissances, enrichir la science de l'utilisation de la science, et d'autre part, d'améliorer les pratiques de transfert de connaissances de ses partenaires. Donc, c'est vraiment un double défi et on est évalué, chaque 4 ans, on doit renouveler notre subvention d'infrastructure et on est évalué sur ces deux grands volets-là de l'équipe. Bon, maintenant, j'avance. Bon. Tu peux partager ton écran? Ouais. Ça devrait venir. Oui, c'est en cours. C'est bon? OK. Alors, ce qu'on m'a demandé de préparer aujourd'hui, c'est vraiment une introduction au transfert de connaissances. Et donc, on va voir c'est quoi les principaux enjeux, les principaux défis liés au transfert. Et ma collègue Michaela Razaf de l'IPM va présenter quelques exemples des travaux qu'on a fait pour former et accompagner les intervenants de l'IPM en matière de transfert de connaissances. Donc, j'avance. Maintenant, au sujet du terme transfert de connaissances, il y a une multitude de termes qui sont apparus depuis presque une vingtaine d'années maintenant. Déjà en 2006, un chercheur canadien, le responsable des instituts de recherche en santé du Canada, volet transfert de connaissances, a fait une étude dans 12 pays auprès d'organismes de financement de la recherche et il a identifié 29 termes différents pour parler du concept de recherche vers l'action. 29 termes différents et parfois 2 termes référaient exactement à la même chose et un terme pouvait être utilisé pour parler de 2 choses pas tout à fait identiques. Nous, on a décidé au sein de mon équipe de conserver le terme transfert de connaissances, même si dans certains milieux, on a des réserves parce qu'on conçoit le transfert de façon unidirectionnelle des chercheurs vers les utilisateurs, alors que dans le terme transfert, il n'y a rien qui dit que c'est unidirectionnel et le transfert peut très bien se faire dans les deux sens. Les utilisateurs des connaissances peuvent très bien exprimer leurs besoins en matière de nouvelles connaissances pour influencer les pratiques des chercheurs, les projets que les chercheurs vont mettre en place. Et donc, ça peut se faire dans les deux sens. Alors, on maintient le terme transfert de connaissances, bien qu'au Canada actuellement, un terme en vogue qui est de plus en plus utilisé est le terme mobilisation des connaissances, alors que partout ailleurs dans le monde, il n'est pas utilisé. Pour moi, ça, c'est un problème. C'est un bel exemple du problème qu'il y a en transfert de connaissances. C'est quand on utilise des néologismes pour parler ou des nouveaux termes, on invente des nouveaux termes pour parler de quelque chose qui existe déjà, pour lesquels il y a déjà des termes qui sont appropriés, ben, on a tendance à moins bien se faire comprendre par nos interlocuteurs. Donc, j'essaie d'éviter le plus possible les néologismes. Maintenant, la définition de transfert de connaissances avec laquelle on est le plus à l'aise au sein de mon équipe, c'est, et je la lis, ensemble des efforts consentis pour faire connaître et reconnaître les activités et les résultats de recherche en vue de leur utilisation par les milieux de pratique, les décideurs et le grand public, que la démarche soit interactive ou non. Donc, en vue de leur utilisation. Mais de quelle utilisation parle-t-on? Est-ce que l'utilisation doit nécessairement mener à un changement concret de politique ou de pratique ou de programme? Peut-être pas. Parce qu'il existe plusieurs types d'utilisation des connaissances. D'abord, l'utilisation conceptuelle mène à une nouvelle compréhension ou un changement d'attitude en lien avec une situation. Donc, il n'y a pas de comportement observable qui a changé, mais dans la tête des personnes, il y a quelque chose qui a changé. On comprend mieux le phénomène, puis ça peut atténuer certains préjugés qu'on avait ou tout ça. Donc, l'utilisation conceptuelle, la première, et qui souvent apparaît avant la seconde, le second type d'utilisation, qui est l'utilisation instrumentale, où là, ça mène soit à une prise de décision, soit à une action, soit à un changement de pratique d'intervenant. C'est l'utilisation instrumentale. Mais souvent, l'utilisation conceptuelle doit précéder l'utilisation instrumentale parce que
on préfère toujours savoir pourquoi on fait les choses. Donc, il faut comprendre pourquoi il faut faire les choses différemment avant de les mettre en pratique. Troisième type d'utilisation, l'utilisation symbolique ou stratégique ou persuasive. Ces trois termes-là sont utilisés de façon équivalente. Où ici, les connaissances sont utilisées comme argument pour soutenir des lois, pour soutenir des décisions, pour justifier un changement dans la prestation de service, par exemple. Donc, et dans bien des cas, ce type d'utilisation-là est très positif parce qu'on on argumente avec les gens pour leur montrer les avantages de changer leur pratique. Donc, on s'appuie sur la recherche pour dire il est préférable d'utiliser tel traitement plutôt que tel autre parce qu'il a été démontré efficace. Donc là, on s'appuie sur les résultats de recherche pour convaincre les gens de changer leur façon de faire. Mais le pendant de ça, c'est que ça peut aussi être utilisé pour justifier. Et on a vu, il y a des multitudes d'exemples où on va aller chercher parmi le corpus de connaissances par rapport à une problématique seulement les résultats qui vont dans le sens de la décision qu'on a déjà prise. Et on va utiliser ces résultats-là. Dans ce cas-ci, c'est moins éthique, je dirais. Et quatrième type d'utilisation, il n'y en a pas que quatre, hein, mais ça, c'est les principaux que je vous présente. L'utilisation processuelle où il y a des changements qui sont produits chez les acteurs à cause de leur implication dans le processus de production des connaissances, mais aussi de transfert de ces connaissances-là. Donc, on a dit qu'il y a plusieurs termes pour parler du transfert de connaissances. Il y a plusieurs types d'utilisation des connaissances, mais il y a plusieurs approches en transfert de connaissances aussi. Donc, vous allez en être convaincu à la fin de ma présentation, c'est un univers passablement complexe où toutes sortes de configurations, d'interventions, de stratégies, d'actions qui peuvent être combinées dépendamment du contexte dans lequel on se trouve. Donc, différentes approches. Je ne présente que les trois principales, vraiment celles dont on entend le plus parler. La première, c'est l'approche expert ou l'approche linéaire, où les producteurs de connaissances communiquent de façon adéquate leurs connaissances issues de la recherche aux utilisateurs potentiels, mais on ne les consulte pas sur les questions de recherche à explorer, sur les manières de mettre ça en pratique. Donc, c'est vraiment une approche de « je suis l'expert, voici ce que vous devriez faire ». Il y a des contextes dans lesquels ça fonctionne très bien, cette approche-là. Dans le monde biomédical, par exemple, où un traitement nouveau a été démontré efficace auprès d'échantillons de milliers de participants, c'est une approche qui va être convaincante parce qu'elle est appuyée sur les données probantes les plus solides qu'on peut adopter. Par contre, dans le domaine des sciences humaines et sociales, c'est une approche qui fonctionne beaucoup moins bien quand des intervenants appliquent un mode d'intervention depuis des années auprès de leur clientèle et qu'on leur dit du jour au lendemain, tu serais mieux de faire ça comme ça plutôt que comme ça. C'est possible que ça soit plus compliqué et que ça ne fonctionne pas finalement. Deuxième grand modèle, l'approche résolution de problèmes. Dans ce cas-ci, c'est les utilisateurs des connaissances qui sollicitent les chercheurs pour qu'ils produisent ou qui recueillent, qui retracent des résultats de recherche qui pourraient les aider à solutionner une problématique. Donc, le processus est enclenché pour répondre aux besoins des utilisateurs. On parlait de transfert bidirectionnel tantôt, hein? De répondre aux besoins des utilisateurs qui sont à la recherche d'une solution à une problématique. Et finalement, la troisième grande approche qu'on retrouve de plus en plus, il y a des échanges plus ou moins fréquents entre les producteurs et les utilisateurs potentiels tout au long de la démarche de recherche ou tout au long du projet de transfert de connaissances. C'est donc une approche interactive. Le plus bel exemple ou l'exemple le plus proche de nous aujourd'hui, c'est l'équipe Renard, qui est une équipe de recherche en partenariat où des utilisateurs de connaissances et des producteurs travaillent ensemble pour bien identifier les besoins de recherche et les connaissances qui peuvent répondre aux besoins, les besoins émergents, les besoins qui vont évoluer en cours de fonctionnement de l'équipe. D'accord. Maintenant, il y a plusieurs modèles de transfert de connaissances aussi. Donc, on a parlé des différentes définitions, des différents types d'utilisation, des différents processus.
pas processus, pardon, les différentes approches de transfert. Maintenant, le processus. Il existe plusieurs modèles de transfert de connaissances. Déjà, il y a une quinzaine d'années, on en avait identifié une soixantaine, mais les principaux sont liés au processus que je viens de présenter, mais aux approches que je viens de présenter. Pardon, j'espère que je n'ai pas mis trop de confusion autour de ça, là, mais on parlait tout à l'heure des approches, maintenant on parle des processus, donc comment ça se passe. Le modèle développé par l'Institut national de santé publique du Québec est celui avec lequel je suis le plus à l'aise. Donc, je vous le présente. À partir, là, ce qui est encerclé en orange, c'est ça sur quoi je discute, d'accord? Alors, n'essayez pas d'aller trop vite, je vais tout passer. Mais ça va aller quand même assez vite. Il y a différentes étapes au processus de transfert. À partir de la production ou de la coproduction des connaissances, ces connaissances-là doivent traverser deux étapes qui sont absolument cruciales au processus. Et ça, c'est probablement la chose principale que vous devez retenir, c'est que les résultats de recherche doivent être adaptés à différents publics cibles avant d'être transférés. Les décideurs politiques, les intervenants sociaux ne lisent pas d'articles scientifiques et ne sont pas intéressés par les méthodologies de recherche sophistiquées. Ça ne sert à rien d'expliquer à un groupe de gestionnaires pourquoi vous avez utilisé des équations structurelles dans votre analytique, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de savoir que vous avez utilisé les méthodes les plus rigoureuses pour produire les résultats et c'est ça qui compte. Après, ils peuvent toujours aller faire valider ça auprès de leurs collègues qui ont des connaissances en recherche. Mais quand on n'a pas une formation de base en recherche, on ne comprend pas ces concepts-là. Donc, première étape, adaptation. Et l'adaptation, ça veut dire de transformer les résultats pertinents aux yeux de différents publics cibles. Les chercheurs, on est formés pour présenter les résultats de notre étude et on présente tous les objectifs, tous les résultats. Mais ce n'est pas tous les résultats qui intéressent tous les publics cibles. Il y a des résultats qui vont intéresser les gestionnaires, les administrateurs de services. Il y a des résultats qui vont intéresser les décideurs politiques. Il y a des résultats qui vont intéresser les intervenants sur le terrain, puis il y en a d'autres qui vont intéresser la population en général. Donc, il faut choisir quelle information on va transmettre à quel public cible. Ensuite, deuxième étape cruciale, c'est la diffusion. Il faut faire un effort de diffusion pour que les résultats se rendent aux personnes susceptibles de les utiliser. Et là, il y a toutes sortes de stratégies qui peuvent être utilisées pour ça. On peut et ce qu'on sait, on n'aura pas le temps d'aller très loin là-dedans aujourd'hui, mais ce qu'on sait, c'est que les stratégies passives de diffusion des résultats de recherche, comme par exemple déposer ça sur un site web, déposer les résultats sur un site web, ont très peu d'impact. Donc, un effort de diffusion approprié au public cible qu'on a visé. Ensuite, on doit avoir rejoint ces personnes-là. Si on met ça sur un site web, on peut voir le nombre de personnes qui ont consulté la page, mais on ne sait pas combien de personnes ont lu le contenu de la page. Et s'ils l'ont lu, est-ce qu'ils l'ont lu au complet ou partiellement? Et s'ils l'ont lu même au complet, est-ce qu'ils ont compris le message qui était transmis? Et même s'ils ont compris le message qui était transmis, est-ce qu'ils sont d'accord avec ce contenu-là? Parce que les gens ont leurs valeurs, leurs croyances et parfois leurs préjugés qui peut faire en sorte qu'ils rejettent l'information parce que ça ne correspond pas à leur façon de voir le monde, quoi. Donc, dans la mesure où ça correspond à leurs valeurs et qui considèrent que c'est une information utile, ils vont décider d'adopter. À partir du moment où ils décident d'adopter, ils disent, bon, là, je viens de voir une présentation d'un projet qui nous permettrait d'améliorer la qualité de l'accueil de nos patients dans les centres de santé. On va essayer d'implanter ça. Maintenant, il faut s'approprier la manière de mettre en œuvre ces informations-là. Comment on arrive à mettre ça? Comment on va convaincre les collègues? Qu'est-ce qu'on va changer dans la manière d'accueillir les patients, etc. Et c'est seulement à partir de là qu'on va arriver à l'utilisation. On pourra revenir, si vous avez des questions,
À la fin de ma présentation, on aura du temps pour ça. Hichem, est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps je parle, s'il te plaît? Depuis 12 minutes, à Je peu ne près. t'entends pas. Depuis 12 minutes, logiquement, à peu près. Tu 12. m'entends? Oui. OK, pas trop mal. OK, pas trop mal. Maintenant, un des grands défis, c'est que si on veut faire du transfert de connaissances, il faut connaître quels sont les facteurs qui vont favoriser ou qui vont entraver l'utilisation des connaissances qu'on veut transférer. On a donc travaillé au fil des années à l'identification de grands facteurs liés à l'utilisation des connaissances scientifiques. Il y a plusieurs auteurs qui se sont penchés là-dessus au fil des années. Il y en a qui utilisent 3 catégories, d'autres 4, d'autres 5. Nous, on en a 6. Et ces 6 facteurs-là sont liés aux caractéristiques des connaissances elles-mêmes. Donc, il y a un facteur qui va favoriser ou entraver l'utilisation en fonction des caractéristiques des connaissances elles-mêmes. Ensuite, les caractéristiques des chercheurs, les caractéristiques des utilisateurs, les caractéristiques des stratégies de transfert de connaissances, les caractéristiques liées au contexte organisationnel et au contexte politique. Donc, les caractéristiques liées aux connaissances, il faut qu'elles soient compréhensibles, pertinentes, utiles à la prise de décision. Je parlais tout à l'heure de l'importance d'adapter. Donc, il faut qu'elle soit compréhensible pour le public cible. S'ils n'ont pas de formation en recherche, il faut adopter un autre langage avec eux. Il faut que ce soit compatible avec les besoins, les valeurs, les attentes des utilisateurs ou l'agenda politique. C'est ce qu'on parlait, c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure quand on parlait de, il faut décider, on décide d'adopter dans la mesure où c'est compatible avec nos besoins, nos valeurs. La fiabilité et la qualité des informations, la crédibilité de la source, et le rythme de production, parce qu'il faut que les connaissances soient disponibles au moment où on en a besoin. Maintenant, les caractéristiques liées aux chercheurs. Une attitude d'ouverture face à la collaboration, c'est déterminant dans l'utilisation des résultats qui seront transférés. L'intérêt et la capacité à entretenir des liens avec les utilisateurs et à les impliquer dans le processus de recherche, dans le processus d'interprétation des résultats et de l'utilité, de la pertinence de ces résultats-là, de l'applicabilité de ces résultats-là. Ensuite, l'habilité à adapter et communiquer clairement les connaissances. On en a parlé 2 fois déjà. Il faut adapter les connaissances pour les communiquer d'une façon appropriée au public cible. Et finalement, le financement, la reconnaissance et le soutien institutionnel, ça prend au sein des organisations de recherche des incitatifs pour que les chercheurs changent leur façon de faire les choses et développent les habiletés, les connaissances, les compétences pour faire un transfert de connaissances efficace. Maintenant, les caractéristiques liées aux utilisateurs. Évidemment, l'intérêt pour la recherche. Si on pense que la recherche ne peut rien nous apporter dans nos pratiques ou dans les décisions qu'on a à prendre, on ne va pas utiliser. Le niveau d'expertise pour repérer, interpréter et appliquer ces connaissances-là. L'utilité perçue, évidemment. L'ouverture au changement. Il y a des organisations, il y a des personnes qui sont moins ouvertes au changement. Et ça va aller. Les valeurs, les idéologies, si les connaissances qu'on a produites heurtent certaines valeurs dans une culture particulière, ça ne va pas fonctionner. Et le temps et la charge de travail, évidemment, qui va faire en sorte que si on ne libère pas les intervenants pour qu'ils investissent dans les activités de transfert, ça ne va pas aller. Les caractéristiques liées aux stratégies de transfert de connaissances, il faut que ce soit en adéquation avec les besoins au moment opportun. Et là, je remonte vers la droite. Là, il faut adapter les connaissances. Il faut des contacts réguliers et l'implication des utilisateurs. Il faut proposer des recommandations et accompagner le changement. Là, je vais vite un peu parce que ceci est vraiment central dans le processus de transfert de connaissances. On pourrait y revenir éventuellement. Ensuite, les caractéristiques liées au contexte organisationnel, la présence d'une politique interne qui indique clairement l'importance d'appuyer les décisions, les pratiques sur des données probantes ou d'éclairer les pratiques et la prise de décision par des données probantes. On parle de plus en plus de pratiques éclairées par les données probantes plutôt que de pratiques fondées sur des données probantes parce que les données de recherche ne répondent jamais à toutes les questions et c'est en combinant les points de vue produits par les chercheurs avec les points de vue
maîtrisé par les experts du terrain, les gens qui sont dans l'action. C'est en combinant ces connaissances-là qu'on arrive. Ça prend, dans une organisation, un leadership fort. Ça prend de l'ouverture au changement. Il y a des organisations plus conservatrices que d'autres. Ça prend des incitatifs au changement. Donc, il faut encourager, former, appuyer et reconnaître la participation des personnalités pour faire du transfert. Donc, il faut que les ressources organisationnelles soient présentes et une culture organisationnelle ouverte à l'utilisation de la science. Enfin, contexte politique, il y a des enjeux au cœur de l'agenda politique sur lesquels on n'a souvent pas d'emprise, mais le degré d'importance dans la société par rapport à la dynamique, on a travaillé beaucoup au cours des 10 dernières années au Burkina Faso sur l'accès aux soins de santé pour les indigents, donc les plus pauvres parmi les pauvres. Et puis, au niveau politique, les gens n'étaient pas tellement préoccupés par cette thématique-là, et donc ça a été extrêmement difficile d'amener les autorités à produire les cartes d'indigents pour que ces personnes-là aient accès et que ce soit les bonnes personnes qui aient accès aux soins. Bon, j'arrête là. Maintenant, je pense que je suis pile dans mes 20 minutes. Hichem? Un peu en dessous, hein, mais tu as encore 3 minutes. Après, là, on va enchaîner sur des petites questions autour de ta présentation. Ouais. Et ensuite, on va passer la parole à Michaela. Donc, soit tu t'arrêtes là et il y a peut-être quelques questions qu'on peut prendre le temps de 5 minutes. Et ensuite, ou bien, s'il n'y a pas de questions, on poursuit. Ben, j'espère qu'il y aura des questions parce que sinon, je vais avoir fait Non, il y aura un pas. monologue. Mais moi, j'ai des questions si tu veux. D'accord. Moi aussi. Bon, bah, tant mieux. Il y a Théo Mamama qui a levé la main. Merci beaucoup. Bah, allez-y, à vous. Ok. Merci. Bonsoir, Hichem. Ah, c'est Mehousseini. Oui. Oui, salut. Ah oui, ça va. En fait, j'ai quelques questions. Bon, même si la présentation a été un peu rapide, j'espère qu'on aura d'autres les ressources après, quoi. En fait, je voulais poser la question. Tout à l'heure, vous parlez de transfert de connaissances. À mon entendement, au début, c'était vraiment unidirectionnel, quoi. Vous parlez d'un transfert bidirectionnel. Donc, je me demande à quel moment, dans un programme de recherche, le transfert de connaissances peut intervenir au début ou à la fin. Maintenant, et comment reconnaître ou identifier les acteurs susceptibles de faire partie de ces transferts de connaissances? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question est comment ces transferts bidirectionnels peuvent s'effectuer? Je vous remercie. OK. Donc, par rapport au transfert bidirectionnel, c'est vrai, je suis passé très vite là-dessus, mais par exemple, dans les équipes en partenariat, comme l'équipe Renard, nos partenaires expriment des besoins de nouvelles connaissances et nous, on fait des synthèses de connaissances existantes, mais parfois on développe des nouveaux projets pour répondre à ces préoccupations-là. Et ensuite, et Michaela, tout à l'heure, elle va vous en donner un exemple, on peut faire des ateliers délibératifs avec les utilisateurs potentiels de nos résultats de recherche pour discuter avec eux de la pertinence des recommandations qui découlent de nos travaux et de leur applicabilité dans leur contexte. Parce que c'est eux qui sont les experts du contexte. C'est eux qui savent que tel type d'intervention risque de susciter des résistances ou un engouement, ou on ne sait pas trop, mais c'est eux qui savent beaucoup mieux que nous comment on peut mettre ça en pratique. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler une approche très interactive pour échanger autour de résultats de recherche produits. Ensuite, la question suivante, c'était, bon, ça m'échappe, j'aurais dû noter, pardon. Oui, la question suivante, c'est de savoir le transfert de connaissances intervient au début d'un programme ou bien c'est à la fin. Oui, c'est ça. En fait, idéalement, on commence à réfléchir au transfert de connaissances dès le début d'un projet. Parce que dès le début de projet, il faut se demander, puis ça va répondre à votre troisième question, il faut se demander, les résultats qu'on va produire, ils vont intéresser qui? Parmi l'ensemble des résultats qu'on va produire, quels sont les segments, les parties
qui vont intéresser des décideurs, lesquels vont intéresser des associations de la société civile, lesquels vont intéresser des intervenants sur le terrain, en prévention, par exemple, ou autrement. Et puis, quelle information serait intéressante à diffuser à l'ensemble de la population par le biais de capsules radio ou des spots radio, des trucs comme ça. D'accord? D'accord. Merci. Bon, j'avais une dernière question, hein, si vous voulez. En fait, c'était sur le modèle de l'Institut de santé publique du Québec. Vous disiez que vous étiez plus à l'aise avec. Je voulais savoir, bon, comme il y a plus de 60, est-ce que c'est un modèle le plus rigoureux ou bien le plus utilisé ou le plus adapté? C'est pourquoi vous l'utilisez? Merci. Non, c'est pas le plus efficace, c'est pas le plus pertinent, mais c'est le plus utile dans une perspective pédagogique. Donc, pour bien comprendre le processus, mais ce n'est pas celui qui a été mis à l'épreuve le plus. Celui qui a été le plus mis à l'épreuve, vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, d'aller voir comment ça marche. Ce truc-là, c'est celui qui a été élaboré par les Instituts de recherche en santé du Canada. Et qui, lui, est plus axé sur des activités. Et lui a été expérimenté dans plusieurs contextes et on a des données probantes sur son efficacité. Par contre, tous les éléments qu'il y a dans celui de l'INSPQ sont appuyés sur des données empiriques. Là. On sait que c'est nécessaire de passer par chacune de ces étapes-là. D'accord, merci. D'accord. Et l'occasion dont je parlais, ben, à la fin de la présentation, je vais vous présenter trois formations en ligne. Et dans la première, qui est une introduction au transfert de connaissances, mais qui va beaucoup plus loin que la courte présentation de 20 minutes que je viens de faire. Et vous pourrez donc vous inscrire à ces formations-là en ligne qui sont gratuites et qui sont asynchrones. Donc, vous commencez quand vous voulez, vous finissez quand vous voulez, vous mettez le nombre d'heures que vous voulez par semaine ou par mois. Et puis, c'est vraiment un outil très, très flexible. On va y revenir tantôt. Oui. Bon, merci. Merci. Parce qu'il y a encore 3 personnes qui veulent poser des questions. Donc, alors, il me semble que Abdoulaye Daleb a levé la main en premier, ensuite Céline Wabi et un autre Abdoulaye, mais dont je n'ai pas le nom. Donc, d'abord le premier Abdoulaye. OK. Si c'est, Merci, pardon, si c'était possible d'activer votre caméra quand vous posez la question, que je vois à qui je parle, ça serait sympathique. Si c'est possible, évidemment. Oui. Oui, et bon, désolé, j'ai un souci avec ma caméra là. Ah, d'accord. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation très, très intéressante. Je voudrais en fait savoir, et lorsqu'on se retrouve dans un contexte politique où les acteurs au niveau décisionnel qui sont et donc chargés de prendre des décisions ne sont pas permanents, comment est-ce qu'on peut assurer véritablement le transfert de connaissances? Parce que quand je prends la plupart des pays africains, on sait que voilà, quand il y a un nouveau ministre qui est nommé, quand il y a un nouveau président qui vient, il y a un remaniement ministériel qui fait et les cadres ils sont changés à tout moment. Et ce qui fait qu'on dit qu'il n'y a pas de mémoire en réalité au niveau de ces structures qui sont chargées de prendre des décisions. Et donc, lorsqu'on se retrouve dans cet environnement-là, comment est-ce qu'on peut assurer véritablement le transfert de connaissances pour pouvoir avoir vraiment de l'impact au niveau des décisions qui sont prises? Je vous remercie. Ouais, écoutez, c'est une question extrêmement complexe que vous posez là. Quand il n'y a pas de volonté politique de mettre en place un processus ou une dynamique ou de renforcement de la culture organisationnelle ouverte à la recherche, c'est extrêmement difficile. Et quand il y a des changements comme ça, bon, j'ai travaillé 12 ans au Burkina, j'y travaille encore, et puis j'ai donc assisté à la mise en place de 6 ministres de la Santé différents, dont un qui était un de nos collègues. Et là, pendant ces 2 années-là, ça s'est vraiment bien passé pour nous. Mais bref, lui avait réorganisé l'organigramme du ministère
en ajoutant sous son cabinet, mais directement rattaché à son cabinet, une unité de gestion et de transfert de connaissances qui devait être composée de 5-6 personnes. Le problème, c'est que quand lui a été remplacé à la suite d'un remaniement ministériel parce que le premier ministre a changé de poste et puis il a nommé son cabinet, puis le ministre Méda n'a pas été maintenu en poste, ben, les 3 ministres de la Santé qui lui ont succédé n'ont jamais souhaité remettre en place cette unité-là. Malgré nos tentatives de rencontrer le ministre ou son secrétaire général, on n'a jamais réussi donc à le convaincre de faire ça. Mais là, c'est en train d'arriver, mais par le biais de l'Institut national de santé publique du Burkina, qui a décidé de mettre en place une unité de ce type-là. En tout cas, bon, là je m'écarte, mais il y a des choses sur lesquelles, malgré nos efforts, on ne va jamais avoir de succès, mais il faut voir les opportunités qui se présentent et puis activer les contacts favorables à ce qu'on veut mettre en place. Et puis voilà. Ouais, je vais laisser, si vous voulez bien, on va passer Merci à 2 beaucoup. questions. Merci beaucoup, oui. 2 questions, s'il vous plaît. Et puis, Aruna, si vous pouvez garder cette question pour plus tard, parce qu'on va passer à une autre intervention et encore une autre intervention sur les MOOC par la suite. Donc, Céline. Oui. Bonjour, merci Christian pour la présentation. Alors moi, par contre, j'aimerais savoir comment on peut évaluer en fait la réussite de la stratégie d'appropriation, notamment dans l'étape de la réception. Dans l'étape de la réception? Ouais. OK. Ben, ça aussi, c'est une belle question facile, merci. Non, mais en fait, il y a une multitude de choses qu'on peut évaluer dans une stratégie de transfert de connaissances. Et ce sur quoi on se penche le plus, nous, évidemment, on évalue les activités qu'on met en place. Par exemple, quand on fait un atelier délibératif, quand on produit des notes de politique, Michaëla va vous en parler un peu tout à l'heure, mais on met en place des mécanismes d'évaluation, on utilise des questionnaires, on fait des entrevues avec les gens pour voir ce qu'ils retiennent de ça, s'ils ont l'intention d'utiliser, et puis 3 mois après, on regarde, vous nous aviez dit que vous aviez l'intention d'utiliser, est-ce que ça a fonctionné? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêchait de le faire? Tout ça. Donc, on doit nécessairement utiliser beaucoup de qualitatifs parce que des questionnaires quantitatifs bien adaptés à chaque situation, il y en existe, mais il faut souvent y apporter des modifications importantes. Mais c'est sûr qu'à la suite d'un atelier, on va toujours faire compléter des questionnaires de réaction des participants, puis des questions sur leur intention d'utiliser. Puis il y en a sur l'intention d'utiliser qui sont bien validés, qui ont été utilisés dans différents contextes. Et puis on utilise ces outils-là. Merci. Dernière question, Abdoulaye, et puis ensuite, on va enchaîner. Aruna, si vous voulez bien garder votre question pour plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Moi, je suis Husseini Abdoulaye. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Vous m'entendez mieux maintenant? OK. Donc, merci. Je suis Husseini Abdoulaye. Donc, je suis chercheur au LASDEL, Niger. Je voudrais juste poser une question par rapport concernant en tout cas l'utilisation des données, mais surtout sur la prise en compte des besoins, surtout des décideurs pour le changement de politique, pour l'utilisation des données pour changer les politiques. Et comment se fait en tout cas l'identification des besoins des décideurs? Parce que souvent, nous avons nos agendas en tant que chercheurs et souvent qui ne coïncident pas avec l'agenda des chercheurs. Vous avez tantôt parlé de Burkina et de la carte d'indigence. Et souvent, est-ce que ça c'est... Parce que ce que j'ai compris, les décideurs n'ont pas utilisé les données pour prendre des décisions. Est-ce que ça s'est fondé sur un besoin exprimé par ces décideurs-là? Donc, comment se fait l'identification de ces besoins? Merci beaucoup. Ouais. Je trouvais votre question relativement simple. J'avais un bel exemple au début de votre intervention, mais à la fin, vous avez compliqué un peu les choses avec comment on peut convaincre les décideurs. Mais vous savez, les décideurs, on n'a pas eu de mal à les convaincre. Ce n'est pas nous qui les avons convaincus, c'est qu'il y avait des pressions qui venaient de l'OMS. Et puis,
Et puis donc, ils ont mis en place une politique d'accès aux soins de santé pour les indigents avec la production d'une carte. Mais après, sur le terrain, ça ne découlait pas. On ne savait pas comment identifier les indigents. Dans un village, par exemple, on entrait et on disait, c'est qui les indigents? Il y en a qui disaient, ben, c'est tout le monde. Puis il y en a d'autres qui disaient, ben, il n'y a que Madame une telle qui, elle, n'arrive plus à marcher toute seule. Puis si on ne l'aide pas, elle ne va pas se nourrir. Donc, il y avait toute cette dynamique-là, toute cette thématique-là, et puis un intérêt plutôt mitigé par rapport à la résolution de ce problème-là. Mais il y a des enjeux plus importants que ça aussi, plus complexes que ça. C'est-à-dire que, par exemple, pour rester dans l'exemple du Burkina, il y a 6 instituts de recherche ou centres de recherche qui sont rattachés au ministère de la Santé au Burkina. C'est des organes créés et dirigés par le ministère. Mais les chercheurs qui travaillent au sein de ces organisations-là, puis là, il y en a des dizaines et des dizaines, hein, mais eux, ils veulent faire de la recherche. Puis pour faire de la recherche, ben, il faut qu'ils trouvent du financement. Et puis, quand ils vont dans les opportunités de financement, ben, c'est sur des projets des problématiques prédéterminées, dans bien des cas. Donc, ils vont postuler sur ces offres-là de subventions de recherche. Et même si ça ne répond pas directement aux besoins du ministère. Donc là, il y a des travaux de communication à faire et c'est ce qu'on essaie de faire avec la création de l'unité de transfert de connaissances à l'INSP Burkina. C'est ce qu'on essaie de faire, mettre en place des mécanismes de communication pour qu'on comprenne mieux quels sont les besoins de recherche du ministère, que ce soit mieux communiqué et puis éventuellement que ce soit mieux financé. C'est le nerf de la guerre, hein, le financement. Oui. Oui, mais Aruna, si on peut vous garder, je vous demande de garder votre question pour plus tard parce que je crains que ça prenne trop de temps. Mais promis, je vous ai noté, je vous poserai la question plus tard. D'accord? Je vous ai bien vu, hein? J'ai vu votre main, c'est bon. Promis, je vous donne la parole plus tard. Je vais donner la parole à Michaela maintenant, Michaela Razaf, pour des exemples concrets au niveau de l'Institut Pasteur de Madagascar. Christian, si tu peux présenter les MOOC rapidement, tout à l'heure. Pas trop. Oui, après, oui. Ouais, Oui, voilà. oui, non, ça va aller vite, les MOOC. D'accord. Et promis, Aruna, je vous passe la parole. À toi, Michaela. Merci beaucoup, Hichem, de m'avoir donné la parole. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, est-ce qu'on peut déjà avoir les slides, s'il te plaît, Christian? Mais oui, mademoiselle. C'est bon? Oui, c'est bon. Et donc, en premier, je vais d'abord vous présenter l'équipe Santé et Sciences sociales à l'Institut Pasteur de Madagascar. Qui sommes-nous? Nous sommes une équipe de 25 personnes, dont des chercheurs, des assistants de recherche et des traducteurs interprètes. Nous sommes experts en socio-anthropologie appliquée à la santé et nous avons comme mission de produire de la recherche qualitative qui est souvent associée avec de la recherche quantitative pour répondre aux enjeux de la santé publique. Nos axes de recherche sont surtout sur la santé maternelle et infantile, la réponse aux épidémies et les maladies infectieuses. Diapo, s'il te plaît. Elle veut pas. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. En tant que chercheur, nous avons des difficultés à transmettre, à transférer les résultats de nos recherches à des parties prenantes, à des partenaires, mais surtout aux décideurs. Et aussi que les bailleurs de fonds nous ont maintes fois demandé de traduire les résultats de nos recherches en des actions concrètes. Et donc, dans cette optique, nous avons sollicité l'équipe Renard de l'Université de Montréal en matière de transfert de connaissances. Oui, tu peux passer. Et donc, ça a commencé par des formations. Diapo. En 2020, nous avons fait une formation pour l'équipe de l'IPM à la SAS, mais aussi nous avons formé nos partenaires
c'était une formation sur l'introduction en transfert de connaissances. Puis en 2022, tu peux mettre entrée. Nous avons fait un renforcement des capacités en transfert de connaissances, axé surtout sur la maîtrise des différents outils liés au transfert de connaissances dans la note de politique, que je vais vous en parler un peu tout à l'heure. Durant cette formation, nos partenaires ont aussi bénéficié de cette formation en transfert de connaissances. Diapo suivante, s'il te plaît. Tu peux passer à la prochaine. Voilà. Et donc, je vais vous donner un exemple de projets qui ont un volet transfert de connaissances au sein de l'équipe santé et sciences sociales. Là, le premier projet est un projet en santé maternelle et infantile sur les attentes et perceptions de la qualité des soins obstétricaux de base et d'urgence par les femmes, qui a duré 21 mois, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la Direction de la santé familiale, et a été financé par l'USAID. Diapo. Premièrement, nous avons fait une enquête anthropologique en 2020. Puis en 2021, nous avons mené un atelier et une restitution des résultats. À la fin de cet atelier, nous avons co-formulé ensemble avec les parties prenantes des recommandations. En 2022, nos partenaires ont bénéficié de la formation en transfert de connaissances. Et nous avons mené un atelier de renforcement des recommandations, mais aussi on a coécrit ensemble une note de politique avec l'équipe Renard. Donc, vous avez déjà peut-être entendu une note de politique, ou vous en avez déjà peut-être lu, ou bien on peut le dire en anglais, le policy brief. Voilà un exemple de note de politique dans le cadre de ce projet-là, qui est un outil pour informer les différentes parties prenantes des résultats d'une étude, de leur utilité pour les pratiques de santé publique et la prise de décision. Diapo. Je suis désolé, il y a un petit délai, mais elle est changée, la diapo. Ah, c'est peut-être la connexion. Tu la vois maintenant? Non. Ah, voilà. Eh, Vous avez mon Dieu. pu voir, vous avez pu voir via cette note de politique que c'est un document avec un texte court, écrit en langage clair et présenté dans un format attrayant, qui résume les résultats d'une étude et formule des recommandations opérationnelles adressées à un public non spécialiste dans le but qu'il fasse usage dans ses pratiques professionnelles ou par la prise de décision concernant les politiques. Et donc, il existe deux notes de politique, dans une note de politique neutre qui présente tout simplement les résultats d'une étude, et une note de politique interventionniste qui peut faire l'objet d'un outil de plaidoirie auprès des décideurs et qui formule aussi des recommandations opérationnelles. On dit qu'une note de politique est bonne lorsqu'elle est adaptée au public cible, lorsque le contenu et l'argumentaire de la note sont solides, les données sont présentées efficacement, le langage utilisé est simple et clair, et dont le visuel est attrayant et sobre. Diapo. Mais quel est le moment idéal alors pour présenter une note de politique? Eh bien, c'est durant un atelier délibératif. C'est un processus de transfert interactif qui réunit une variété d'acteurs impliqués ou touchés par un enjeu pour discuter des solutions en se basant sur les données de recherche et en utilisant la délibération pour aboutir à une entente ou à un plan d'action à mettre en œuvre. Vous pouvez voir sur la slide un exemple d'atelier délibératif qu'on a mené à Tuléara 2 dans le sud de Madagascar
durant une revue trimestrielle des chefs des centres de santé de base qui a duré une journée. Ces chefs étaient au nombre de 43. Donc, nous leur avons présenté une note de politique et nous leur avons demandé d'émettre de nouvelles recommandations avec un plan d'action à la fin de la journée. Grâce à cette note de politique, nous avons pu faire entendre la voix de ces chefs CSP en milieu communautaire et faire une plaidoirie auprès du ministère de la Santé publique à Madagascar. Diapo suivante, s'il te plaît. Un autre projet qui a un volet transfert de connaissances, c'est sur la vaccination de routine des enfants de moins de 5 ans dans 2 zones à Madagascar, dans un Tananarive au centre et un Pani qui est au sud de Madagascar, qui a duré 4 ans et qui est encore en cours, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et toujours financé par l'USAID. Diapo suivante, s'il te plaît. C'est un projet avec 3 phases. Premièrement, en 2019-2020, nous avons fait une capitalisation des données existantes sur la vaccination à Madagascar, plus une revue de la littérature. En 2020-2022, nous avons mené une enquête anthropologique et une analyse qualitative des données médiatiques. De 2020-2023, nous avons fait le partage des résultats de la recherche aux partenaires en définissant les activités de transfert qui peuvent être réalisées. Mais comment est-ce qu'on peut organiser ces activités-là? Eh bien, en utilisant un plan de transfert qui est un outil de planification des stratégies de transfert de connaissances. Il y a 6 questions clés à se poser. Donc, premièrement, quoi transférer? Ensuite, à qui transférer? Troisièmement, pourquoi transférer? Ensuite, qui devrait transférer? Comment transférer? Et enfin, comment évaluer si le transfert de connaissances a produit les effets escomptés? Diapo suivante, s'il te plaît. Vous pouvez voir là sur la slide un exemple de note de politique dans le cadre de ce projet en vaccination qui a été présenté lors d'une restitution et d'un atelier délibératif et qui a abouti à un plan d'action sur les stratégies de communication à destination des parents. L'Institut Pasteur de Madagascar a été ensuite sollicité pour produire une deuxième note de politique qui servira de base pour l'amélioration des stratégies de communication, mais surtout à la mise à jour du plan stratégique national de communication sur la vaccination de 2023 à 2027. Diapo suivante, s'il te plaît. Troisièmement, je vais vous présenter un projet en VIH et tuberculose sur l'amélioration de la prise en charge globale de la tuberculose et de l'infection VIH en milieu carcéral à Madagascar, qui a duré 4 ans et financé par l'Expertise France et l'Initiative, dont le porteur du projet était l'Institut Pasteur de Madagascar. Diapo, s'il vous plaît. Nous avons mené une étude qualitative en milieu carcéral pour identifier le parcours de soins des détenus. Le résultat majeur de cette étude a été qu'il y a des personnes détenues qui ont un rôle majeur en santé, mais qui n'ont aucune formation alors qu'ils réalisent des activités en appui avec les médecins en milieu carcéral. Ces résultats-là ont été restitués auprès d'acteurs lors des restitutions, mais aussi de coformulation des recommandations. Ces acteurs ont jugé qu'il faut urgemment former et reconnaître le statut de ces personnes-là qui sont impliquées en santé. Pardon. Et donc, nous sommes
descendus sur le terrain pour évaluer les besoins de formation auprès de ces personnes détenues-là. De thématiques ont été identifiées en premier sur la reconnaissance des symptômes des maladies les plus fréquentes en milieu carcéral, mais aussi les soins en premier secours. Nous avons formé 240 personnes détenues et 33 intervenants dans les 4 maisons carcérales en utilisant un contenu et des outils de formation créés en collaboration avec nos partenaires. Ensuite, à la fin, après cette formation-là, nous avons évalué l'impact de la formation avec l'équipe Renard. Nous sommes descendus sur le terrain en faisant 53 entretiens individuels et l'impact a été que la formation a été très positive et a amélioré la prise en charge de la santé globale. Nous avons ensuite, pour terminer le processus de transfert de connaissances, nous avons organisé un atelier de mobilisation des acteurs, en fait, pour partager nos résultats et l'expérience avec les acteurs de la santé en milieu carcéral et pour qu'ils puissent mettre à l'échelle cette formation-là dans d'autres projets. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, pour conclure, on vous a présenté 3 projets avec 3 objectifs différents et qui ont abouti à 3 résultats différents en utilisant le transfert de connaissances. De 1, nous avons pu faire entendre la voix des médecins en milieu communautaire. Deuxièmement, nous allons appuyer la direction de la vaccination, à la mise à jour du plan stratégique de communication de la vaccination. Et troisièmement, nous avons pu former une catégorie de personnes détenues qui sont importants dans tout ce qui est santé en milieu carcéral. Nous vous avons présenté des outils, différents outils en transfert de connaissances qu'on peut utiliser, à savoir la note de politique, mais il y a aussi l'atelier délibératif, le plan de transfert. Et troisième conclusion, c'est qu'il est jugé important de mettre un volet transfert de connaissances à chaque projet parce que les bailleurs de fonds l'exigent et que c'est un panel, c'est une ouverture d'un panel d'éligibilité et de légitimité à l'obtention d'un financement. Diapo suivante, s'il vous plaît. Tu peux faire entrer. Voilà. Alors, les défis majeurs en matière de transfert de connaissances, c'est qu'il faut une volonté, l'implication et l'engagement des partenaires dès le début du projet. Il faut la disponibilité du budget et du temps, parce que vous pouvez voir à travers les projets que je vous ai présentés que c'est chronophage. Il faut avoir un sens de leadership mobilisateur et aussi qu'il faut l'engagement de l'équipe et le soutien institutionnel. Et la diapo de la fin, c'est une bibliographie dont je me suis inspirée pour ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michaela. Merci infiniment pour ces retours d'expérience, effectivement. Donc, avec 3 projets, 3 résultats différents et puis 3 approches différentes aussi. C'est important pour nous d'avoir des exemples concrets comme ça après la présentation de Christian. Alors là, au programme, donc il nous reste normalement 25 minutes. On a commencé un peu en retard. On va dire qu'il nous reste une grosse demi-heure. Je vous propose, si vous voulez bien, parce qu'on a pris un peu de retard, on enchaîne tout de suite avec la présentation de Christian sur les MOOC pendant un peu moins de 10 minutes. Et ensuite, on va enchaîner sur les questions globales sur les 2 présentations. Est-ce que ça vous va? Christian, Michaela? Oui, c'est bon. OK. Alors, à toi la parole. Ensuite, on enchaîne avec les questions sur les 2 présentations. Donc, Christian. Oui, je cherche un partage d'écran, ça va arriver. C'est bon? Mm-hmm. OK. Bon.
OK. Alors, je vais vraiment faire ça rapidement parce que vous aurez l'occasion d'aller parcourir les contenus dont je vais parler facilement. D'abord, à la base, quand l'équipe Renard a été créée en 2009, rapidement, on s'est aperçu que nos partenaires, puis comme on devait contribuer à améliorer les pratiques de transfert de nos partenaires, ils avaient besoin de formation sur les enjeux, les défis liés au transfert de connaissances, sur les activités, les moyens, tout ça. Alors, on s'est mis à développer des modules de formation et puis on a offert ces formations-là à nos partenaires au Québec, évidemment, mais aussi rapidement, ça s'est déployé puis on a eu des demandes pour aller former des gens dans vraiment beaucoup, beaucoup de pays du monde, incluant beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, mais aussi Madagascar et puis dans vraiment sur plusieurs continents. Donc, on n'arrivait plus à répondre à la demande, donc on s'est dit, on a saisi une opportunité en 99, pas en 99, en 2019, pardon. On a saisi une opportunité du Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal qui offrait un soutien avec un financement modeste, mais un financement quand même, pour développer des formations en ligne sous forme de MOOC. Donc, MOOC, c'est pour Massive Open Online Course. C'est des cours donc, qui sont mis en ligne et qui sont, dans certains cas, autoportants, comme les nôtres, ils sont autoportants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modérateur qui se charge d'accompagner les apprenants. Tout est conçu pour une démarche totalement autonome. J'y reviendrai tout à l'heure, mais donc ces MOOC-là peuvent être complétés. Il y en a 3 maintenant. Je vais vous les présenter rapidement. Il y en a 3, ils peuvent être complétés de façon totalement indépendante par les gens intéressés par les contenus qu'ils contiennent. Bon. OK, donc l'objectif, c'est d'améliorer les compétences en transfert de connaissances de la communauté de recherche, des décisionnaires et des personnes professionnelles. Donc, l'équipe Renard s'est adjointe à l'Institut de recherche pour le développement en France pour élaborer ces 3 MOOC. Le premier est une introduction au transfert de connaissances. Bon, aujourd'hui, notre présentation à Michaela et à moi était une introduction au transfert, mais là, on parle d'une introduction beaucoup plus élaborée, mais qui demeure une introduction. C'est-à-dire que en fonction d'un investissement de 12 à 15 heures à peu près, vous pouvez traverser les 8 modules qui composent le MOOC 1, qui présentent les principaux concepts en transfert de connaissances, qui présentent les données probantes dont on dispose sur l'efficacité de différents outils, de différents modèles de transfert, qui présentent donc des aspects plutôt théoriques, comme par exemple, on va un peu plus loin dans les facteurs qui favorisent l'utilisation, dans l'application des modèles. Pour répondre à la question de M. Mamad tout à l'heure qui se demandait comment on évaluait ou d'autres types de questions comme ça, il y aura des réponses au sein de ce premier MOOC-là. Donc, ça, le premier MOOC est vraiment un MOOC d'introduction où on présente les principaux concepts et on fait un survol des principaux outils et activités de transfert de connaissances qui sont utiles. Donc, on va parler du plan de transfert de connaissances, on va parler des notes de politique brièvement, on va parler des infographies, des capsules vidéo, des présentations orales dans un contexte de transfert de connaissances. Donc, on survole ces différents moyens-là pour faire en sorte que la recherche soit utilisée. Et le module 8, le dernier, porte sur l'évaluation du transfert. C'était Cyrine qui avait posé la question sur l'évaluation. Pardon. Deuxième MOOC, lui, est vraiment plus pratique. C'est comme les gens, ils font le premier MOOC, puis ils disent « Oui, mais maintenant, je fais comment avec tout ça? » Bien, le deuxième MOOC porte spécifiquement sur la préparation d'une note de politique. Donc, il y a 5 modules. En 10 à 12 heures, on passe à travers ces modules-là. Et comme
comme pour le MOOC 1, les activités sont très variées parce qu'on savait que sur une formation en ligne, c'était important de varier. Donc, il y a il y a des quiz qui sont intégrés dedans, il y a des activités, il y a des exercices à faire qui sont inclus dedans, il y a des fiches synthèses qui sont présentées à la fin de chacun des modules pour reprendre l'essentiel des informations. Il y a des entretiens qui ont été filmés et il y a des capsules vidéo de présentation de contenu. Donc, on alterne entre ces différents moyens-là pour faire en sorte que l'intérêt est maintenu tout au long de l'apprentissage. Donc, le deuxième MOOC, à la fin, les personnes devraient être en mesure de produire une note de politique, et on parle ici de note de politique interventionniste, donc pas une note de politique neutre qui présente différentes options puis qui ne se positionne pas, mais une note interventionniste qui propose des recommandations pour l'action. C'est le type de note de politique qu'on propose d'apprendre aux gens. Ça, c'est pour le deuxième MOOC. Le troisième vient à peine d'être mis en ligne depuis 2-3 mois, porte sur le courtage de connaissances. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme courtage de connaissances, un courtier, c'est une personne, mais ça peut aussi être une organisation qui est chargée de faire le lien entre les producteurs et les utilisateurs des connaissances. Donc, le courtier s'assure de bien saisir les besoins des utilisateurs et de voir avec les chercheurs comment ils peuvent répondre à ce besoin-là. Est-ce qu'il y a déjà un corpus de connaissances suffisant pour répondre aux besoins? Donc, il n'y a pas de nouvelles études à faire, mais il y a peut-être une synthèse des connaissances à produire, une revue systématique, une revue de la portée ou une recension plus traditionnelle. Bref, le MOOC 3 en courtage de connaissances, je vous présente le contenu rapidement des 6 modules. Le premier, c'est vraiment l'introduction. C'est quoi le courtage de connaissances? Est-ce qu'il y a des applications de ça? Et on a fait des entrevues filmées avec des courtiers de connaissances qui donnent des exemples concrets. Donc, c'est vraiment très dynamique. Module 2 porte sur la négociation d'un mandat de courtage, parce que les gens peuvent vous dire, un décideur peut vous dire, oui, moi, j'aurais besoin d'informations là-dessus, mais la question, elle est large comme ça, et puis ça prendrait 3 décennies pour y répondre. Donc, la négociation du mandat de courtage. Troisième module, la manière de résoudre les problèmes. Quatrième module, les méthodes de revue systématique. Et ça, c'est important qu'un courtier de connaissances connaisse les différentes façons de recueillir l'information, de synthétiser l'information produite par la recherche. Donc, on fait le tour d'une dizaine de méthodes de revue systématique. Module 5, adaptation et diffusion des connaissances. Là, on revient avec quels outils, quels moyens, quelles activités on va mettre en place. Et avec dans le cadre de, on revient sur la préparation d'un plan de transfert ici. Et le module 6 sur l'accompagnement au changement, qui est fondamental. On peut bien faire beaucoup d'activités de transfert de connaissances si, une fois qu'on a terminé ces activités-là, il n'y a pas quelqu'un qui est mandaté pour élaborer et faire le suivi d'un plan d'action, ça risque de s'arrêter là. Un projet structurant pour les 3 MOOC, vous voyez ici les photos des personnes qui ont été impliquées dans la préparation de ces MOOC-là. Si on avait su avant, en tout cas, peut-être qu'on l'aurait fait quand même, mais on ne le fera plus. Pardon. En fait, on a investi une somme de temps, de ressources et d'argent vraiment qui dépasse très, très, très largement l'idée qu'on s'en faisait au tout début. Est-ce que c'était une fausse bonne idée ou un cercle virtuel, le fait de produire ces formations-là en ligne en se disant, moi je disais à ma femme, ben, c'est bien, tu sais, je vais voyager un petit peu moins pour aller donner de la formation parce qu'on va avoir des formations en ligne. Mais depuis qu'on a lancé les MOOC en 2020, donc il y a 3 ans maintenant, en juin 2020, on a eu 3700 inscrits au MOOC 1 et on a, c'est dans 45 pays du monde, uniquement en français. Alors, imaginez le rayonnement, en fait, de nos MOOC qui fait en sorte qu'on reçoit encore plein de demandes pour aller donner les formations
qui sont dans les MOOC, mais de les donner en présentiel, en accompagnement. C'est ce qu'on a fait à l'IPM, c'est ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on a fait en République démocratique du Congo, au Bénin, en tout cas, bref, dans plusieurs pays de la région. Et donc, on pensait qu'on aurait à voyager moins, mais on a encore de plus en plus de demandes pour accompagner les activités de formation des chercheurs et des intervenants. Selon vous, quel pourcentage est là? Juste peut-être mettre dans le chat quelques réponses. Là. Selon vous, quel est le pourcentage de personnes qui s'inscrivent à un MOOC et qui le terminent? Ben, 20%. Toi, tu dis 20? C'est pas Oui. un choix de réponse. C'est pas un choix de réponse, Hicham, c'est 12, 32. Non, c'est pas grave. OK. Tu dis 20. Quelqu'un dit autre chose? Moi, je dirais 32%. Martial, OK. je dirais 32%, oui. 32. OK. C'est précis. Il y a moins de 20, il y a 52, il y a 30, il y a 52. OK. Ben, il y a des données empiriques qui permettent de statuer là-dessus. Et puis, en fait, qui achèvent un MOOC, à partir des gens qui s'inscrivent, c'est 12%. Ça, c'est différents MOOC. Il y en a qui, c'est des MOOC, c'est des cours universitaires qui sont crédités. Il y en a d'autres, c'est des formations pour des professionnels. Si on prend uniquement ceux qui ont dit au début qu'ils avaient l'intention de compléter, on va jusqu'à 20%. OK? Puis en fait, il y a beaucoup de gens qui vont s'inscrire à un MOOC pour y avoir accès et puis qui vont aller voir le module 2, le module 7, et puis qu'après, ils décident d'arrêter ou qui vont voir simplement si c'est quelque chose qui va les intéresser. Donc, ce n'est pas étonnant que les pourcentages de complétion soient pas extraordinaires, mais parmi ceux qui auraient l'intention d'achever, qu'il y en ait 1 sur 5 seulement, ça, c'est assez décevant. Alors, ça, ce n'est pas les données qui concernent nos MOOC à nous. Ça, c'est les statistiques des MOOC 1 et 2. On a pour le MOOC 3 aussi. Donc, vous voyez, ça c'est quand même des données qui datent d'un mois ou deux, donc c'est un peu plus que ça maintenant. Mais 3479 personnes se sont inscrites au MOOC 1. Et puis, vous voyez, arrête. Vous voyez à droite, parmi les apprenants du MOOC 1 qui avaient l'intention de terminer, donc il y a un petit questionnaire au début, on pose 3-4 questions que les gens auxquelles les personnes doivent répondre. Il y en a 35% de ceux qui avaient l'intention de terminer, qui ont terminé effectivement. Et ça ne tient pas compte des personnes qui se sont inscrites dans la semaine qui précède le moment où on a collecté les données. Là. Donc, il y a peut-être des gens qui viennent juste de s'inscrire. Donc, le pourcentage est peut-être un peu plus élevé que 35, mais c'est déjà très bon. Pour le MOOC 1, si on prend les pourcentages globaux de gens qui ont obtenu une attestation, c'est 15%. Donc, on est déjà au-dessus du 12% qui était mentionné tantôt. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de savoir parmi ceux qui avaient l'intention de terminer, combien il y en a qui ont terminé. Et là, on dépasse les attentes. Deux variables essentielles, et je vais m'arrêter là-dessus après. Pour compléter, la motivation, l'implication dans le cours, l'intention d'achever, les objectifs, les stratégies individuelles qu'on prend pour le compléter. Et ensuite, les critères de qualité du MOOC, ça, c'est très bien documenté dans les écrits, dans les études qui ont été faites là-dessus. Donc, les qualités du MOOC au sens technologique, pédagogique, la qualité des interactions et la diversité, en fait, des modes de présentation des informations sont des facteurs cruciaux. On évalue actuellement. Là, je vous mets la diapo pour vous inscrire au MOOC. C'est sur la page d'accueil de l'équipe Renard. On évalue en fait actuellement la plus-value d'un accompagnement et ça, on le fait au Québec avec des équipes qu'on a accompagnées. On le fait en RDC, en Côte d'Ivoire et à Madagascar. Donc, il y a des études qui sont presque terminées maintenant même à Madagascar.
En Côte d'Ivoire, c'est terminé. L'article a été soumis la semaine dernière. Donc, ce qu'on veut voir, c'est jusqu'à quel point le fait d'accompagner les gens produit plus d'impact sur leur pratique, sur leur compréhension des problématiques, sur les décisions qui vont en découler. Je m'arrête ici. Merci, Christian. Alors, à Tunis, il est 15h20. Donc, bon, en tout cas, il est 20, quel que soit le monde, quel que soit le fuseau horaire. Il nous reste officiellement 10 minutes. Mais bon, on va pousser jusqu'à 35 si vous voulez bien. On va prendre 4-5 questions. Donc, à vous. Alors, premièrement, donc, je repasse la parole à Aruna. Vous voyez, je ne vous ai pas oublié. Donc, Aruna, vous aviez une question qui, je pense, concerne Christian, mais si Michaela est concernée, tu n'hésites pas, Michaela, à y répondre. Aruna. Ah, mais vous n'êtes plus là. Vous êtes fâché. Bon, il s'est fâché, il est parti. OK, tant pis. Alors, Osseni, il a levé la main, je me souviens. Tu diras à Aruna de m'envoyer un courriel pour sa question, je vais lui répondre. OK. OK. Je peux, non? Oui. Ah, il est OK. là. Oui, bien sûr, c'est encore OK, merci. Donc, j'ai deux questions. La première question, c'est par rapport à la présentation de Michaela. Je voulais savoir, elle a présenté 3 approches. De son expérience, est-ce qu'il est possible de combiner plusieurs approches pour atteindre plus de parties prenantes dans leur spécificité, quoi? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, je la pose à tous les deux présentateurs. Qu'en est-il de la question du coût et du temps liés au transfert de connaissances? Merci. Vas-y d'abord, Michaela. Alors, votre question, c'était sur est-ce qu'on peut combiner les 3 approches? Vous voulez dire la note politique, l'atelier délibératif et le plan de transfert ou... Oui, c'est ça. Eh bien, comme je vous ai démontré à travers nos projets, nous avons utilisé la note politique à travers un atelier délibératif. Et le plan de transfert, en fait, dès que nous avons les résultats de nos recherches, et pour coordonner ces résultats-là, si c'est en termes de faisabilité, mais aussi en termes budgétaires et de temps, il faut d'abord faire le plan de transfert. Et puis ensuite, si vous mettez qu'on peut faire une note politique dans cette note... Vas-y, Michaela, j'ai coupé le micro, vas-y. Oui, merci. Et donc, je disais que si on devrait faire d'abord, élaborer d'abord, après avoir eu les résultats, un plan de transfert. Dans ce plan de transfert-là, nous allons coordonner les activités qui sont réalisables et faisables. Par exemple, la rédaction d'une note de politique et puis ensuite faire un atelier délibératif. Et donc, tout ça, c'est en termes de temps et de ressources. J'espère que j'ai répondu à votre question. Si Christian a aussi une réponse, merci. Oui, ben, je veux juste ajouter que ce qui est essentiel dans le transfert, c'est que nos stratégies soient bien adaptées au contexte dans lequel les activités vont être menées. Donc, il y a peut-être des lieux où un atelier délibératif n'est pas approprié. Ou encore le fait de regrouper différentes parties prenantes dans un même atelier n'est pas approprié. Donc, dans ce cas-là, on va peut-être séparer les décideurs des intervenants du terrain ou des organismes de la société civile. Donc, c'est vraiment toujours en fonction du contexte que les décisions sont prises. Et je pense que je n'avais pas bien répondu à une de vos questions, Mamad. C'était par rapport à... Bon, ça y est. J'ai le perdu. C'est pas grave. Quand on pense à 3 trucs en même temps, c'est ce qui arrive.
Ouais, c'est ça. Voilà. Ok, Allez, il y a Aruna qui est la revenu. question du... Ah, pardon, tu n'as pas fini, Ouseni? Oui, il y avait la question du coût en termes de Ouais. budget, mais je suis le temps. Ouais. Ben, le coût, c'est vraiment, ça peut être extrêmement variable. On peut décider dans le cadre d'un projet, puis on a fait ça déjà, de produire des capsules vidéo qui seraient diffusées sur les réseaux sociaux et adressées au grand public. Et des capsules vidéo produites avec des logiciels gratuits en ligne avec lesquels on peut se familiariser assez facilement, puis faire une petite vidéo d'1 minute et demie, par exemple, qui présente les principaux résultats d'une étude, puis qui peuvent intéresser le grand public, par exemple, par rapport au port du casque à moto, par exemple. Et on peut aussi décider de faire une capsule vidéo très professionnelle qui, elle, va coûter 20 000, 30 000 euros parce qu'on veut vraiment avoir une diffusion très, très large. On veut que ça soit diffusé à la télé, sur certains postes communautaires, tout ça. Donc, ça dépend vraiment des ressources dont on dispose, de l'importance des enjeux par rapport au transfert. Si on veut être sûr d'atteindre la cible, peut-être que des fois, on va allouer plus de ressources que dans d'autres contextes. Parfois, les ressources sont plus limitées. On va faire avec ce dont on dispose. Okay. Et les temps? Le temps. Et le temps? Ouais. Le temps, le temps, c'est une ressource comme l'argent. Hein? Le temps, l'expertise disponible pour faire des choses. Tu vas animer un atelier libératif, mais est-ce que tu as vraiment toutes les habiletés nécessaires pour le faire? Est-ce que tu as l'expérience pour animer un atelier de ce type-là? Est-ce que tu vois bien quels sont les objectifs? Donc, l'expertise, le temps et les ressources financières sont les ressources nécessaires pour le faire. La question que j'ai oubliée tantôt, puis je suis content d'y revenir, c'est quand est-ce qu'on commence à penser au transfert? Bien, on commence dès le début à se questionner sur à qui les résultats peuvent être utiles. Ça, j'avais déjà dit ça, mais ce que je n'avais pas dit, c'est qu'après, on commence à réfléchir à un plan de transfert, puis voir quel public cible on va vouloir rejoindre, puis avec quels moyens. Et puis le plan de transfert, ce n'est pas un outil qui est statique, donc qui ne va pas changer dans le temps. C'est un outil qui va être adapté au fur et à mesure de nos interactions avec les utilisateurs potentiels. Là, j'ai répondu. Alors, merci. Merci beaucoup. Je passe la parole à Aruna. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je m'appelle Abouakar Morou, du Niger. Je suis doctorant en socio-anthropologie de la santé. Je travaille sur les questions de la santé et de la reproduction. Relativement à ma question, je voudrais revenir sur le modèle INSPQ. Je voudrais savoir si ce modèle est applicable à tous les formats de recherche, que ce soit la recherche-action ou la recherche fondamentale. Voilà, c'est la question que je voudrais poser. Merci. Le modèle n'est jamais applicable intégralement de cette manière-là, puis de façon très, très linéaire. Hein. Souvent, on va aller on va avancer vers une étape, puis on va revenir à une autre parce qu'il y a d'autres résultats. Puis moi, je pense qu'il est applicable autant par rapport à la recherche fondamentale que par rapport à la recherche appliquée, mais il doit nécessairement toujours être adapté en fonction des publics cibles, des informations à transmettre et tout ça. Bon, je vous fais une réponse un peu courte, mais je pense que ça répond. Bon, il faut s'adapter à la cible. Oui, toujours. Oui. Toujours. En fait, ça, c'est un peu frustrant quand je fais des présentations comme ça parce que la plupart du temps, ma réponse commence par « ça dépend ». Parce que ça dépend toujours du contexte, ça dépend toujours de la force des partenariats qu'on a avec les gens sur le terrain, de la qualité des interactions qu'on a avec eux, de leur ouverture au changement, de leur ouverture par rapport à la recherche. Donc, ça dépend tout le temps du contexte dans lequel on est. Alors, je ne sais plus qui a levé la main avant l'autre, mais honneur aux dames, donc Aurore. Marius, tu attendras un peu. Allez-y, Aurore. Ok, bonsoir à tous. Moi, c'est Dr Aurore Goufak, docteur en médecine bucco-dentaire. Bon, ma question est beaucoup plus relative au MOOC,
au concept de MOOC. J'ai reçu du moins une invitation pour une formation du MOOC en relation à la recherche de mise appliquée pour les maladies infectieuses de la pauvreté. J'ai essayé de remplir le formulaire, mais je n'y ai pas, je ne suis pas... Vous pouvez me contacter moi directement, Aurore. Ce n'est pas le sujet là. Mais il n'y a pas de problème, on verra ça ensemble. D'accord, merci beaucoup. Parce que je ne le connais pas, ce mot-là. Oui, non, ça n'a rien à voir avec... OK. Donc, envoyez-moi un mail si j'ai pas... Ou bien, si vous voulez, on reste 2 secondes après la fin et on discutera. Marius? Guédé Cato? Marius? Bon. Il va peut-être revenir. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Bon, moi, ce n'est pas vraiment une question, hein. C'est juste pour... Allô? Marius revient, bon, je laisse la parole alors. Oui, Marius est revenu, puis ensuite on vous donnera la parole, Martial. D'accord. Okay. Oui. Oui, allô? Marius. Bonsoir à tous. Merci, Michel, pour l'organisation de ce webinaire. Merci à Christian pour son partage. Ma préoccupation, c'est pour savoir à quelle échelle il faudrait installer des unités de transfert de compétences. Est-ce que c'est... Connaissance. Ça doit se faire pour des centres de recherche, pour des services qui travaillent sur des questions de santé ou bien sur d'autres questions. Et je pose la question parce que vous avez fait un peu l'état de ce que vous avez commencé à faire avec une équipe au Burkina. Donc, est-ce que c'est dans un ministère que ça serait plus intéressant ou bien c'est un centre de santé comme un institut Pasteur ou bien un centre de recherche autre qui doit avoir son unité de transfert de compétences? De connaissances. Et quel serait le rôle de cette unité, par exemple? OK. OK. Bon, ça dépend. Ça dépend, mais effectivement, en fait, l'idée que le ministre Méda avait au Burkina de créer cette unité-là sous son cabinet était très bonne, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de roulements dans les ministères et puis les gens qui se succèdent ne partagent pas toujours les mêmes valeurs, les mêmes importances, alors que l'idée d'implanter cette unité-là au sein de l'Institut national de santé publique là-bas, c'est inscrit dans leur mission même, la responsabilité de faire du transfert de connaissances. Donc, il risque moins d'y avoir des dérapages avec cette unité-là parce qu'elle va être bien ancrée puis elle ne va pas dépendre de